La réparation de l'ADN. Face aux différents dommages de l'ADN, la cellule a dû mettre en place deux types de protection, les mécanismes de sauvegarde et les mécanismes de réparation. Après réparation, il y aura une mutation pour 109 nucléotides. On va voir tout ça. Donc on va d'abord voir quelles sont ces différentes affections qui nécessitent la réparation. Pourquoi je dois réparer mon ADN? D'accord? Ce sont les dommages que peut subir l'ADN. Ensuite, on va voir les mécanismes de réparation. Le système SOS sollicité, je ne sais pas. La mute S, oui, on va voir tout ça. Voilà, le système SOS, il a été cité. Donc tout ça, on va le voir. Pour arriver à la transcription. On doit arriver à la transcription avant la pause, d'accord? On va voir cette fameuse réparation de l'ADN. Très bien. On va commencer par les différentes lésions qui peuvent toucher ma molécule d'ADN. Premièrement, la mutation, la fameuse mutation, qui est une altération de l'information génétique, certes, qui est surtout une modification de l'information génétique. La mutation est une modification, voilà, la mutation est une modification héritable de la séquence du génome d'un organisme. Le phénotype correspond à l'ensemble des caractères observables de l'individu. Bon, vous connaissez ce que c'est qu'un génotype, d'accord? Vous connaissez ce que c'est qu'un phénotype. Le phénotype, c'est les caractéristiques morphologiques visibles, soit au niveau cellulaire, je peux parler d'un phénotype cellulaire, soit au niveau macroscopique, c'est-à-dire au niveau de l'organisme. Vous avez, chacun de vous a un phénotype. Il a une couleur des yeux, une forme de l'œil, une forme du visage, une taille. Tout ça, ça fait partie de votre phénotype. Le phénotype, il est codé génétiquement, il est défini génétiquement par un génotype. C'est quoi le génotype? C'est la base, ou bien oui, c'est la base génétique du phénotype. C'est la base génétique des caractéristiques physiques et structurales de mon organisme. Donc le génotype s'exprime pour donner le phénotype. La mutation, c'est quoi? La mutation, c'est la modification des gènes. C'est la modification involontaire. C'est la modification involontaire et non physiologique. C'est la modification spontanée et, bon, elle peut être spontanée, elle peut se provoquer, c'est pas ça notre problème. L'essentiel, c'est que c'est une modification non voulue. C'est une modification non voulue, hein, et qui est héritable. Une fois réalisée, elle est irréversible. Elle ne peut être réversible que par une mutation inverse. Et pour avoir une mutation inverse, il y a une très faible chance d'avoir une mutation au niveau d'un gène et ensuite une autre mutation au niveau du même gène qui peut rendre le gène à son état initial. Très faible chance d'avoir des mutations inverses, mais ça existe. Il faut savoir que ça existe. L'essentiel, c'est que ces mutations, elles sont évitables, c'est-à-dire que je peux les donner, que je peux les transmettre. D'accord? Les mutations peuvent être transmises à la descendance si elles se réalisent dans des génomes ou de cellules germinales. Bon, pour pouvoir être transmissibles, elles doivent toucher les cellules germinales. Elles doivent toucher les cellules germinales. Est-ce que le cancer est héritable? Un papa qui a un cancer, est-ce que son enfant va avoir ce cancer? Oui? Quel type de cancer? Le cancer du sein, non. Je ne parle pas de prédisposition génétique. Je parle d'hérédité, même des liens. Donc, il n'y a pas de mutation transmissible, sauf si cette mutation touche la cellule sexuelle qui va former le zygote. D'accord? Si la mutation, elle forme le zygote, elle va former l'embryon et le fœtus, elle le touchera. D'accord? Par contre, si elle ne le touche pas, si la mutation ne touche pas la cellule sexuelle, le génome sexuel, elle ne le touchera pas. Par exemple, quelles sont les mutations? Bon, ce n'est pas des mutations, mais c'est des modifications génétiques qui peuvent être transmissibles. Si j'ai une modification des cellules sexuelles, par exemple, un mauvais appariement, une mauvaise mitose, qui me donnera les syndromes de Klinefelter, syndrome de Down. D'accord? Ce n'est pas le principe de la transmission
de l'hérédité, mais c'est une modification. Je veux vous montrer que la modification des cellules sexuelles, peut se refléter sur le zygote, et sur le nouvel être qui va être formé. Donc, ces mutations permettent l'évolution de l'espèce, mais malheureusement, elles sont responsables d'un grand nombre de maladies. On vous dit que l'adaptation au milieu, elle est due aux mutations. Oui, on est d'accord. Par exemple, les sujets qui vivent dans le nord. Plus on va dans le nord, par exemple dans le pôle nord, plus les sujets sont petits de taille. C'est vrai ou pas? Ils sont petits de taille. Pourquoi ils sont petits de taille? Ne me dites pas les Allemands. Dans le pôle nord, les régions froides de notre globe terrestre, les gens sont courts, comme c'est les habitants du pôle nord. Vous le connaissez, ils sont petits de taille. Pourquoi ils sont petits de taille? Parce que c'est un phénomène d'adaptabilité. Par contre, les personnes qui arrivent d'Afrique centrale, d'accord, ils sont grands de taille. Vous pouvez dire pourquoi? Les Tchad. Pourquoi les Africains sont grands de taille alors que ceux qui vivent dans le fond nord, ils sont petits de taille? Parce que il fait chaud dans l'Afrique centrale. Donc je n'ai pas besoin de garder mon sang à l'intérieur de mon organisme. Au contraire, je vais avoir des bras longs et des pieds longs, des membres longs et un gros tronc. Pourquoi? Pour éloigner le sang vers la périphérie et augmenter la déperdition. Parce que je suis en contact avec une lutte très chaude qui m'a dilaté. Par contre, les personnes qui vivent dans le pôle nord, elles vivent dans des endroits très froids. Donc la circulation sanguine, je dois la restreindre pour qu'elle circule, pour qu'elle reste proche du centre. Donc ils sont petits détails, ils ont des cours membres. D'accord? Donc c'est des moyens d'adaptabilité. Qui apparaissent à travers les générations. D'accord? Mais les mutations sont responsables de maladies. On le sait. Les maladies qui sont dues à des mutations. Addition ou délétion de base. Allez, on va voir les différentes mutations. Addition ou délétion. Soit j'ajoute des bases qui n'ont pas lieu d'être, soit j'enlève des bases qui ont lieu d'être. Les additions et les délétions de base à des ajouts ou pertes de base, ce sont des ajouts ou des pertes de base. Si l'addition ou la délétion du nucléotide n'est pas un multiple de 3, il y aura décalage du cadre de lecture, le frame shift, le cadre de lecture. Supposons que j'ai une addition de 3 paires de bases. Qu'est-ce qu'il y aura comme résultat? Je vais ajouter un nouvel acide aminé. C'est vrai ou pas? Je vais ajouter un nouvel acide aminé à la même chaîne. Si j'enlève 3, et vous savez que chaque codon est constitué de 3 paires de bases. Vous vous souvenez de ça ou pas? Chaque codon est constitué de 3 paires de bases. Donc, si j'enlève les 3, qu'est-ce qu'il va y avoir? Je vais enlever un acide aminé. Si j'en ajoute 3, je vais ajouter un acide aminé. Mais si j'enlève un seul, si j'enlève 2, si j'enlève 4, c'est-à-dire pas 3, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura un décalage de toute la chaîne. C'est vrai ou pas? C'est comme si quand vous vous trompez dans la première question de l'exercice, on va faire comme 0, parce que toutes les réponses vont être fausses. Ce qui est injuste. Même si vous réalisez les autres étapes justes, vous allez avoir un 0. Un gros 0. Donc si j'ai un enchaînement spécifique, on est en train de perdre du temps. A, T, C, A, T, T, A, G, G. Une longue chaîne comme ça. On met de la chaîne Hadia. Il y aura elle est lue dans ce sens comme ça. Ça c'est un codon, ça c'est un codon, ça c'est un codon, ça c'est un codon. D'accord? Si j'enlève un acide aminé, une base, une paire de bases, je vais les lire dans ce sens. On va voir ça, et ça. Donc j'aurai une autre protéine complètement différente. De nouvelles acides aminés et une autre protéine qui va modifier le fonctionnement de mon organisme.
Et c'est ça l'origine des maladies. Donc il y a soit addition, soit suppression. Substitution maintenant de base. Un changement d'une base par une autre base. Deux types, transition ou transversion de base. La transition correspond au remplacement d'une purine par une purine ou d'une pyrimidine par une pyrimidine. A par T, T par A, C par G, G par C. La transversion correspond à un remplacement d'une purine par une pyrimidine par une purine. C par T, C par A, G par T, G par A, T par G, T par C, A par T, A par G, A par C. Donc, transition, purine par purine, pyrimidine par pyrimidine. Transversion, purine par pyrimidine ou pyrimidine par purine. Les mutations entraînent le changement d'acide aminé sont des mutations faux sens. Lorsque la mutation n'entraîne pas de modification d'acide aminé, on parle de mutation silencieuse. Donc une mutation silencieuse, elle est bien. Elle est bien parce qu'elle ne s'exprime pas. Et en ne s'exprimant pas, elle n'est pas dangereuse pour mon organisme. D'accord? Si elle s'exprime, on va l'appeler mutation faux sens. Faux sens. Lorsque la substitution entraîne l'apparition d'un stop, et je peux avoir un code stop par la mutation, je vais l'appeler non-sens. Non-sens. Pourquoi? Parce qu'elle va annuler le prolongement de la transcriptase et de la réplicase. D'accord? Donc, soit elle est silencieuse, soit elle est faux sens, soit elle est non-sens. Qu'est-ce qu'elle peut être? Elle peut être silencieuse si elle ne modifie pas les acides aminés. Elle peut être faux sens si elle modifie les acides aminés. Elle peut être non-sens si elle arrête la synthèse protéique. Qu'est-ce qu'elle peut être? Faux sens, non-sens, silencieuse. Faux sens, non-sens, silencieuse. Très bien. Les lésions ou dommages de l'ADN. Les lésions sont soit endogènes, soit provoquées par des agents pathogènes. Ils peuvent être endogènes, peuvent être exogènes. D'accord? On a vu les agents exogènes, les radiations, la chaleur, la température, les produits chimiques. D'accord? Ou mutagènes. On les appelle les mutagènes parce qu'ils sont responsables de mutations, qui peuvent être physiques ou chimiques. Les agents mutagènes physiques correspondent au rayonnement X, Y, au rayonnement UV et à la chaleur. Donc il faut faire attention à la chaleur, il faut faire attention aux UV, surtout au niveau de la peau. L'un des cancers les plus redoutables de la peau et le plus courant, c'est le mélanome. Le mélanome qui est redoutable. D'accord? Il faut faire attention, surtout pour les sujets sensibles qui ont une peau claire. D'accord? Donc vous avez la solution. D'accord? Et pour les garçons, il faut se recouvrir. D'accord? Donc il faut faire attention, il ne faut pas négliger, il faut donner de la considération aux UV. Surtout que la couche d'ozone elle est de plus en plus faible, donc elle ne nous protège plus. Il faut faire attention. Il ne faut pas aller à la plage. Ou bien se cacher sous le parasol. Qui allait à la plage cet été? À la plage. Tu es parti combien de fois? Une seule fois. Ça t'a plu? Tu as nagé? Non. Tu es parti comme ça. Tu sais nager? Non. Parti? Vous? Combien de fois? Bravo. Vous? Ma femme, vous êtes sœurs, cousines. Vous n'êtes pas partis ensemble. Mais 3 fois, comme par magie. Vous? Combien de fois? Une seule fois, c'est bien. Vous? Combien de fois? 3 fois. Chata. C'est bien. Je ne suis pas parti cet été. Moi, j'aime pas la plage. J'aime pas trop la plage. Parce qu'à chaque fois que j'y vais, j'ai des nausées, je viens tout rouge. Donc, je préfère ne pas y aller. Voilà. Les agents mutagènes physiques correspondent au rayonnement X, rayonnement Y. Donc, il faut porter des casquettes, il faut mettre des... Comment ça s'appelle? Écran total. Voilà, la pommade anti-rayon X. Uréage, uréage. 97, il dit qu'elle est bien, il a 60.
La Hadicta Venus, elle est très efficace. Hein. Elle n'est pas chère, elle est très efficace. Donc il faut l'utiliser. Les agents mutagènes chimiques sont essentiellement sous forme de radicaux, les superoxydes, les radicaux libres. D'accord? Bon, les sujets exposés sont surtout les sujets travaillant manuellement dans les milieux industriels. D'accord? Les ions endogènes sont agents exogènes. Donc, c'est les lésions provoquées par des modifications exogènes. Il y a certaines modifications qui ne sont pas provoquées par des agents exogènes. Ces lésions sont ponctuelles. Je m'attends ponctuelles. Ponctuelles, elles apparaissent sur un point précis. D'accord? Ils sont dus à un trouble de la réalisation de la fonction de la synthèse d'ADN. Soit une mauvaise incorporation de base, elle est ponctuelle. Maintenant, elle n'apparaît qu'au niveau de cet endroit. D'accord? Elle est ponctuelle. De dépurination ou dépérimidation qui correspondent à des pertes de base par hydrolyse de la liaison N-glucosidique, c'est-à-dire que je vais prendre la chaîne T à l'ADN, hop, je lui enlève la base. C'est des réactions que mon organisme réalise lui-même. Donc c'est des réalisations, c'est des mutations endogènes. D'accord? Des désaminations qui correspondent à des pertes du groupement amine sur les bases, qui fait une modification de base par des enzymes intrinsèques. Des erreurs de méthylation. Les méthylations participent à l'expression du gène. On avait vu les méthylations dans la régulation. Donc je peux ne pas méthyler plus qu'il faut, méthyler là où il ne faut pas. Donc elle va participer à l'apparition de mutations. Réalise souvent au niveau des îlots CPG, les erreurs de méthylation donnent des alkylations sur le carbone C6 au lieu de C5, entraînant des absences de formation de liaison H entre les bases. Donc en méthylant, je me trompe d'endroit de méthylation et hop, il y aura une erreur. D'accord? Est-ce que c'est clair? Des erreurs de méthylation. Vous gardez cela en tête. Donc les agents pathogènes. Les lésions dues à des mutagènes physiques. La formation de dimères de thymine, TPT. Est-ce que vous comprenez ces signes? TPT. C'est-à-dire que thymine lié avec la thymine. D'accord? Ici, CPG, CPG, c'est-à-dire que la C est liée avec la G. D'accord? D'accord? CPG, c'est avec G. Formation de liaison covalente entre deux thymines. Correspond à la formation de liaison covalente entre deux thymines. Donc, c'est des dimères de thymine. C'est des dimères de thymine. Je prends deux molécules de thymine. Une thymine ne doit pas lier une thymine. Ça, une thymine dans une chaîne doit lier l'adénine dans une autre chaîne. D'accord? Et là, il y aura une thymine avec une thymine. Je peux avoir une liaison d'une thymine avec une autre thymine dans la même chaîne. D'accord? Je ne sais pas s'il parle de la même chaîne ou là dans les deux brins. Ce n'est pas important. L'essentiel qu'il y a une formation de dimères par des liaisons covalentes. Ionisation des bases et coupure simple ou double brin de l'ADN par rupture de diribose dû au rayonnement. Attention, la formation de dimères de thymine, c'est au niveau de la même chaîne. D'accord? J'ai une seule chaîne, et hop, le thymine avec le thymine, ils vont se lier par des liaisons covalentes. Ils ne vont plus suivre la liaison du nucléotide avec le nucléotide. La liaison d'un nucléotide avec un autre nucléotide, elle est réalisée par quelle liaison? Par la liaison phosphodiester. Donc en plus de cette liaison, je vais avoir une autre liaison entre le thymine et le thymine, directement entre les deux bases. D'accord? C'est pathologique. Ionisation des bases et coupure des brins. Donc je peux avoir soit une coupure complète de l'ADN ou une coupure d'un simple brin, à cause des rayons X, des rayons gamma, blablabla. D'accord? La désamination, en effet, les excès de chaleur peuvent également avoir une origine exogène. Endogène ou exogène. Donc, c'est l'élévation de la chaleur qui va couper les liaisons, qui va dénaturer mon ADN. Les lésions dues à des mutagènes chimiques. Formation des liaisons oxydatives par des zéros, espèces réactives oxygénées, le peroxyde d'hydrogène, tout ce qui est au moins, qui peuvent être être exogènes ou endogènes. Addition de molécules exogènes qui créent également des distorsions de l'ADN, on compte les aflatoxines, les benzantracènes,
benzatracène, les agents alkylants, les agents intercalants, les cisplatines, etc., etc. Tout ça, c'est des agents oxydants. Un agent oxydant, il porte une forte activité oxydative. Cette forte activité oxydative peut oxyder mon ADN, et en oxydant mon ADN, elle va le déstructurer. D'accord? D'accord? Les agents oxydants, ils peuvent être endogènes, ils peuvent être exogènes. Donc on avait dit qu'il y avait des mutations d'origine exogène et des mutations d'origine endogène. D'accord? Les origines endogènes, c'est des erreurs de mes protéines, c'est des modifications de liaisons réalisées par mon organisme, et les exogènes, c'est dû à mon environnement qui est inadéquat. Facteur oxydant, chaleur, rayon X, rayon gamma. D'accord? On va voir maintenant comment je vais réparer ces erreurs. Imaginez maintenant, je vous pose cette question. S'il n'y avait pas de mécanisme de réparation, on serait tous atteints de cancer. D'accord? Cancer, de néoplasie, de formation, de maladie. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les mutations, ils ont un taux relativement assez important d'apparition. Les mutations apparaissent assez fréquemment. Comment je me protège contre les mutations? D'abord en dispersant l'ADN codant dans de l'ADN qui n'est pas codant. Seulement 3% de l'ADN sont codants. Ça connaît. Et puis il y a en plus de ça des mécanismes de réparation. Il y a en plus de cela quoi? Des mécanismes de réparation qui vont me permettre de réparer les erreurs. Donc, lorsque ces erreurs apparaissent, il y a une réparation. Donc pour avoir une tumeur, il faut qu'il y ait une fuite à la réparation. Une fuite de la réparation. Les mécanismes de réparation prokaryotes. Les mécanismes prennent place en dehors de la période de réplication. En dehors de la réplication, la cellule elle vit et hop, elle va réparer les mutations lorsqu'elles apparaissent. Par la réversion des liaisons. Ce type de réparation utilise très peu de protéines et restaure immédiatement les liaisons. La photoréactivation, la réversion de coupures simples, la réversion de l'épurination par une purine insertase. La photoréactivation. Les photolyases participent à la réparation de l'ADN par coupure des liaisons covalentes au niveau des dimères de la thymine. Donc j'ai de la thymine, elle a été exposée à de la lumière, à des radiations, à des rayons UV, et il y a eu une liaison entre une thymine. J'ai la photolyase, elle va tac dégrader cette liaison. Hop, première réparation. Deuxième réparation, c'est la réversion de la coupure simple brin par une ADN ligase lorsqu'il n'y a pas de perte de base. Donc j'ai une molécule d'ADN, hop, il y a une coupure de la liaison phosphodiester. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une ligase, elle va la recoller. D'accord? La réversion de dépyrination par une purine insertase restaure la liaison oxidique, enzyme spécifique d'une base. C'est-à-dire que j'ai une base purinique. D'accord? J'ai une purine, l'adenine ou la guanosine. La guanosine, elle perd sa liaison. J'apporte une enzyme qui est spécifique à la guanosine et qui va la relier au niveau de sa chaîne. Vous voyez que ça, c'est des mécanismes de réparation. Réparation par excision de base. Maintenant, c'est l'inverse. Elle va enlever des bases. Ce mécanisme est présent chez les prokaryotes et les eucaryotes, le BER. Le système BER permet l'élimination de bases anormales et la réparation du site AP. Regardez. Bon, on va lire avant. L'ADN glycosylase coupe la liaison N-glycosidique entre la base anormale et le désoxyribose. Donc, elle va enlever la base de l'ose, entraînant l'apparition d'un site AP. Il y a uniquement extraction de la base sans coupure de la liaison phosphodiester. Une endonucléase coupe la liaison phosphodiester adjacente au site AP. L'ADN polymérase 1 enlève le site AP et synthétise le morceau d'ADN manquant. Puis l'ADN ligase met en place la liaison phosphodiester manquante. Vous voyez combien c'est magnifique? Allez, je reprends. Regardez ce qui va se passer. Les bases constituantes de l'ADN peuvent être modifiées par désamination, par alkylation. Donc l'essentiel, il y a eu un mécanisme de modification de mon ADN. D'accord? Mon ADN, elle est endommagée. Donc voici la base endommagée. Ça, c'est une base endommagée. Qu'est-ce que je vais faire? Il y aura une enzyme. Vite. Elle va venir ici. C'est la glycosylase. Qu'est-ce qu'elle va faire, la glycosylase? Elle va détecter la base endommagée et elle va l'enlever. Glycosylase parce qu'elle va couper la liaison entre l'os et la base. Tring, elle va enlever la base.
Ah voilà la base. Ensuite, il dit une autre enzyme. Vite, vite, vite. C'est l'endonucléase. Ah, monsieur endonucléase. L'endonucléase ôte le site. Bon, classe, la glycosidase, elle est partie. Elle a enlevé la base et elle est partie. L'endonucléase ôte le site de la base endommagée ainsi que le nucléotide adjacent. Donc, elle enlève le site et les nucléotides qui lui sont proches. D'accord? Donc, elle enlève toute la région atteinte. Ensuite, enfin, il y aura action de la polymérase et de la ligase, deux enzymes, la polymérase et la ligase. La polymérase polymérise les bases manquantes, elle va resynthétiser les bases manquantes, d'accord? Complémentaire de celle du brin opposé. La ligase finit la réparation en liant les bases entre elles par des liaisons phosphodiester. Je vous pose une question. Pourquoi l'endonucléase, elle va enlever plusieurs nucléotides pour augmenter la marge d'erreur, pour diminuer le risque d'erreur. Alors, quand vous mangez une pomme et que vous trouvez que la pomme elle est un peu pourrie, qu'est-ce que vous faites? Elle est pourrie, à un petit endroit. Qu'est-ce qu'on fait, les chats? Lorsqu'une pomme elle est pourrie au niveau d'un endroit, de le circonscrire, très bien. Donc on prend une surface. La surface qu'on doit enlever, elle doit être saine. Ça? Très bien. Il faut un chirurgien doit être bon. J'ai voulu éviter l'exemple pour eux parce que il faut savoir que le but d'un chirurgien est d'être, dans la chirurgie tumorale, le but de tout chirurgien est d'être carcinologique. Maintenant, il doit avoir un accès zéro. Un accès zéro. Maintenant, lorsqu'il coupe l'intestin, il coupe le côlon où il y a une tumeur, lorsqu'il l'envoie à la napate, on ne va pas détecter de tumeur. Vous allez voir ça en chirurgie. Là, il n'y a pas le fond. D'accord? Le but de tout chirurgien est d'être carcinologique, c'est-à-dire de couper au bon endroit. C'est pour cela qu'il y a des marges. On appelle ça des marges de sécurité. Lorsque j'ai une tumeur visible, je suis un chirurgien, je prends le côlon, ici il y a une tumeur. Il faut couper à 10 cm en haut. Donc je prends 10 cm de marge pour éliminer toute atteinte de contamination possible. J'ai pris l'exemple de la pomme, c'est mieux. Une pomme, lorsqu'elle est un peu contaminée, on ne la jette pas toute. On la jette, sinon on peut prendre la pomme et on prend une surface. On enlève la surface, toute la surface qui est atteinte, plus une surface saine. Comme cela, je serai tranquille. Je suis sûr que le reste n'est pas touché et je l'ai. D'accord? Donc c'est la même chose pour l'endonucléase. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va enlever tous les nucléotides de la région. Et puis il y aura action de la polymérase qui va refixer les molécules d'ADN. Et ensuite, il y aura action de la ligase qui va lier les chaînes entre elles. Donc la polymérase, elle lie. Qu'est-ce qu'elle lie? La polymérase, elle vient, elle dépose le rouge sur le jaune, le rouge sur le jaune, le rouge sur le jaune. Puis il y aura la ligase qui viendra lier les rouges entre elles. Elle va relier les fonctions phosphodiester. D'accord? Donc la polymérase, elle lie ça sur ça, ça sur ça, ça sur ça. D'accord? Puis la ligase les lie entre elles au niveau de la même chaîne, au niveau du même. Donc action de quoi? Action de la glycosidase, puis de l'endonucléase, puis de la polymérase, puis de la ligase. C'est un mécanisme de réparation très efficace. On reprend. La glycosidase, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enlève la mauvaise base. Ensuite, l'endonucléase, elle enlève tous les nucléotides présents à cet endroit. Avoisinant, pas tout, d'accord? Ensuite, il y aura action de la polymérase. Ensuite, il y aura action de la ligase. Alors, on reprend. Glycosidase, endonucléase, polymérase, ligase. Comprenez? Glycosidase, endonucléase, ligase. Je reprends. Glycosidase, très bien. Glycosidase, endonucléase, polymérase, ligase. Allez. Glycosidase, endonucléase, polymérase, ligase. Vous comprenez? J'aime bien quand vous reprenez mon accent. Allez-y. Glycosidase, oui. endonucléase,
Sûr. Très bien. Allez-y. Allez, Pizzati. Oui, donc polymérase, ligase. Très bien. D'accord? Tous d'accord? On continue. Donc vous apprenez, la polymérase c'est une polymérase 1, d'accord? Vous les retenez. Donc voilà, la polymérase 1, elle va jouer son rôle normal, elle va combler les brèches, comme lors de la réplication. Réparation par excision de nucléotides, le système NER. Donc ça, c'est une excision de base, qui est une excision de nucléotides. Ce mécanisme est présent chez les prokaryotes et les eucaryotes et permet la réparation de plusieurs nucléotides. Il prend également en compte une endonucléase, la polymérase et la ligase. La glycosidase, d'accord? Il n'a pas de glycosidase. Le système NER correspond au mécanisme de réparation par les UV. Le complexe UVR ABCD reconnaît les distorsions de l'ADN. Donc ici, il y a une distorsion. Et là, je vais enlever toutes ces régions. Il y aura une ADN polymérase, puis une ligase. Et là, je vais avoir une endonucléase qui va enlever toutes les bases, puis une polymérase, puis une ligase. D'accord? Bon, on fait tout, on commence pareil. Ça, c'est la nucléotide non voulue. Vous la voyez? C'est la partie rose. L'enzyme, elle vient, hop, elle la localise. Normalement, elle est droite, elle est tordue. Pourquoi elle est tordue? Parce que c'est la mauvaise nucléotide à cet endroit. Elle localise la torsion, hop, il y aura dissociation, il y aura une autre fois. L'essentiel, ils vont venir, ils vont enlever la première nucléotide, la deuxième nucléotide, d'accord? Donc on commence par ici, on enlève la première nucléotide. Je ne sais pas, j'ai pas trop compris. Oui, très bien. Donc ici, il va se dissocier du complexe A. Il y aura B, B, il y aura fixation de C. C'est des complexes enzymatiques, d'accord? La fixation de C sur B, elle va activer. Vous voyez, chauffe-vous. Qu'est-ce qui change entre ces différentes, entre celle-là et celle-là? Là, c'est C qui est venu, d'accord? Là, il nous montre le site de liaison. Je sais pas, ce n'est pas schématisé. L'essentiel, vous devez comprendre une chose, que il prend la torsion, d'accord? Et il la répare. En enlevant toutes les nucléotides. Vous gardez en tête que le système NER, c'est un système nucléosidase, polymérase et ligase. D'accord? Maintenant, il va prendre toutes les nucléotides, il va les enlever, il va les remplacer par une polymérase, il va les lier par une ligase. Réparation pendant la réplication. Réparation de mésappareillement par le système MUT. Le système MUT. Ce mécanisme est également présent chez les prokaryotes et les eucaryotes et est post-réplicatif. Juste après la réplication, il est réalisé. Il permet de la réparation des erreurs d'appariement entre les chaînes d'ADN après la réplication, ainsi que les petites délétions ou additions. Il peut les réparer. Le mécanisme MUT-HLS nécessite la reconnaissance du brin néosynthétisé. C'est-à-dire que je suis en train de synthétiser une molécule d'ADN. Dès que je mets la nouvelle molécule, je dois la reconnaître. Et hop, en la reconnaissant, je peux reconnaître les mauvaises paires de bases qui y sont présentes. Ceci permettant la distinction entre les deux brins. Une endonucléase rend ensuite le brin néosynthétisé et la partie portant la lésion est éliminée. Donc c'est un système qui vient, d'accord, qui vient à la nouvelle molécule d'ADN néosynthétisée. La molécule d'ADN, elle est semi-conservative.
Donc, puisqu'elle est semi-conservative, elle comprend un ancien brin et un nouveau brin. Le système MUT HLS peut reconnaître le nouveau brin. Donc, il va se fixer sur le nouveau brin, il va détecter les erreurs, il va les réparer. Donc, il doit reconnaître la nouvelle chaîne. Le système MUT HLS peut reconnaître la nouvelle chaîne. Donc, voilà. MUT HLS, c'est parce qu'il est constitué de 3 sous-unités, H, L et S. Donc, vous voyez, il reconnaît la nouvelle molécule, c'est ça la nouvelle molécule, c'est celle d'en bas. Hop, il va enlever toutes ces molécules et il va les remplacer. Là, j'ai une fixation de T sur G. Est-ce que c'est normal de fixer le T sur G? Non, le G doit être fixé sur un C. Donc, j'enlève le T et je remplace par un C. D'accord? La réparation par recombinaison. La réparation par recombinaison correspond à la synthèse translésionnelle synthèse, qui consiste à poursuivre la réplication de l'ADN au niveau d'une lésion du brin matriciel de l'ADN ne permettant aucun appariement. Elle se réalise en même temps que la réplication. La réparation par recombinaison correspond à la synthèse translésionnelle qui consiste à poursuivre la réplication de l'ADN au niveau d'une lésion du brin matriciel de l'ADN ne permettant aucun appariement. Elle se réalise en même temps que la réplication. C'est quoi le mécanisme? C'est une lésion au niveau de la chaîne principale, au niveau de la chaîne d'origine, d'accord, qui ne permet pas normalement de réaliser une réplication, et elle va réaliser la réplication. Alors on reprend. La réparation par recombinaison correspond à la synthèse translésionnelle, une synthèse sur la lésion, qui consiste à poursuivre la réplication de l'ADN au niveau d'une lésion du brin matriciel. C'est-à-dire que la lésion, elle est au niveau du brin matriciel. Je suis la polymérase, je suis en train de lire. Et je retrouve une erreur. J'ai une erreur d'appariement au niveau de la matrice, au niveau de l'ADN mère. Donc cette erreur, normalement, je ne copie pas au niveau de cette erreur, je dois arrêter. Ou alors il va lui dire de continuer à réaliser une réplication. D'accord? De l'ADN ne permettant aucun appariement, elle se réalise, qui consiste à poursuivre la réplication de l'ADN au niveau d'une lésion du bras matriciel de l'ADN, ne permettant aucun appariement, elle se réalise en même temps que la réplication. Donc je suis en train de réaliser la réplication, normalement au lieu de m'arrêter, je vais continuer et synthétiser un nouveau bras qui est sain, malgré la présence d'une matrice qui n'est pas saine. Ou même la matrice qui n'est pas saine, il doit y avoir d'autres moyens de la réparer. L'essentiel, c'est que je vais synthétiser une nouvelle matrice saine, une nouvelle chaîne saine à partir d'une matrice atteinte. C'est ça le mécanisme MUT. La réparation par recombinaison. C'est-à-dire que je vais combiner une chaîne saine avec une chaîne atteinte. Voilà. Très bien. Donc je vais synthétiser une chaîne saine sur une chaîne atteinte. D'accord? Le système SOS, le fameux système SOS. Le système SOS regroupe un ensemble de gènes, environ 30 gènes, qui est impliqué, le système, il est impliqué dans la réplication de l'ADN, dans la réparation de l'ADN et dans la division cellulaire. Et dont l'expression du gène SOS est contrôlée par une altération de l'ADN. Donc lorsque l'ADN est altéré, il envoie un SOS, un message de secours. Ça veut dire quoi SOS? C'est une abréviation de quoi? Je ne sais pas. L'essentiel, c'est une abréviation d'un truc de secours. On va chercher, ça veut dire quoi SOS? Oui, il doit y avoir SOS. Fonctionnalité? Non. Fonctionnalité de WatchOS 3 qui vous permet de réaliser un appel d'urgence. Plus. Il n'y a pas, vous ne pouvez pas trouver. L'essentiel, ça signe une urgence, le SOS. C'est le signe d'une alerte, d'une demande de secours. Le système SOS fonctionne comme un système de type opérateur. On se trouve face à deux états qui utilisent ou non une protéine
RECA qui sont les protéines clés de la recombinaison prokaryote. Un état non induit sans protéine RECA, un état induit avec une protéine RECA, d'accord, qui est toujours présent dans la cellule mais en petite quantité. Donc le RECA est toujours lorsque l'opérant il dépend de la RECA est toujours présente mais en de petites quantités. Les différents gènes participant au système SOS forment un régulant qui est un groupe de gènes dont l'expression est contrôlée par une même protéine. C'est-à-dire que j'ai une protéine, c'est quoi? C'est la RECA. La RECA, elle va induire l'activation du système SOS. Le système SOS, puisque tous les gènes du système SOS sont induits par le RECA, d'accord? Puisque tous les gènes du SOS sont induits par une même protéine, c'est la RECA, tous ces gènes vont former un régulant. C'est quoi un régulant? C'est un ensemble de gènes activés par une seule protéine. C'est quoi la protéine? C'est le RECA. Mécanisme de réparation eucaryote. Donc c'est tout ce qu'on vous a dit sur le système SOS. Tant mieux, d'accord? C'est pas important, vous gardez les informations qu'on vous a données parce que c'est plus complexe que ça. Et si vous ne faites pas de la biologie moléculaire, ça ne va pas du tout vous être utile. D'accord? Mécanisme de réparation eucaryote. Les mécanismes de réparation ont été hautement conservés au cours de l'évolution. Les prokaryotes, le mécanisme de réparation eucaryote a des analogies avec Escherichia coli. Donc votre bactérie qui vit dans votre intestin, elle a les mêmes mécanismes de réparation que vous, messieurs et mesdames. Dans les différents types de réparation, d'accord, réversion directe du dommage, BER, NER, mise à périment, réparation par une combinaison, ce sont les différents types qu'on vient de voir. Ils sont conservés chez les eucaryotes. Chez les eucaryotes, il n'y a pas d'équivalent du système. Quel système? Très bien. Il n'y a pas d'équivalent du système SOS. Pourquoi il n'y en a pas? Il manque SOS. Le mot le plus important, il manque. D'accord? Il n'existe pas de système SOS chez les eucaryotes, mais plutôt une relocalisation et concentration des protéines de réparation dans des complexes subnucléaires. Donc on va envoyer des protéines de réparation vers un seul endroit. Le génome étant trop compliqué, et ainsi il n'y a donc pas de système de type SOS, donc pas de protéines RECA. Les eucaryotes ne possèdent pas de RECA, ne possèdent pas de système SOS. D'accord? Ça c'est très important. C'est une différence capitale entre les prokaryotes et les eucaryotes. Les eucaryotes ont un génome beaucoup trop complexe pour pouvoir être régulé, protégé par le système SOS. D'accord? Donc les eucaryotes ne possèdent pas de système SOS et on a terminé avec la réparation de l'ADN. Je vous remercie.